Alors moi aujourd'hui je vais vous parler des clones bactériens et on va s'intéresser aux clones de Klebsiella pneumoniae. Donc juste pour rappel, vous savez que les bactéries ont une reproduction qui est asexuée, elle se fait par division cellulaire et du coup chaque lignée cellulaire est identique entre chaque génération, c'est ce qu'on appelle un clone. Au sein d'une même lignée cellulaire, on va avoir des mutations chromosomiques qui vont être rares. Par contre, les différentes lignées cellulaires au sein d'une même lignée, les différentes générations vont pouvoir échanger du matériel génétique, que ce soit par l'intermédiaire de plasmides, de transposons ou d'ADN libre, soit par transmission verticale. Donc quand elle se divise, par exemple, une bactérie mère, une cellule mère va pouvoir donner le plasmide aux cellules filles, soit par transmission horizontale. Donc entre différents clones bactériens, on va pouvoir avoir des échanges de matériel. Comment on détermine un clone bactérien au niveau biologique? Donc on va avoir des techniques phénotypiques et des techniques génomiques. Initialement, on avait essentiellement des techniques phénotypiques. Par exemple, la première technique de base qui permettait entre autres de classer différents clones au sein d'une même espèce, c'était le sérotypage, où on allait par exemple utiliser donc, les antigènes de surface présents sur les bactéries pour classer les bactéries, par exemple un méningo, en fonction du groupe A, C, W, Y135 par exemple. Ensuite, on a d'autres techniques qui ont été développées et qui sont basées sur les profils soit protéiques, soit génomiques des différents clones. Par exemple, on a l'électrophorèse multilocus des isoenzymes qui avait été développée initialement, où en fait on va utiliser les différents profils enzymatiques des clones bactériens on va faire migrer ces protéines sur un gel d'agarose. Et ceci va donner un profil qui va pouvoir ensuite être comparé à d'autres clones d'autres isolats pour voir si ces isolats appartiennent au même clone. C'est un peu l'ancêtre du Malditoff où en fait maintenant on passe un isolat au Malditoff et on étudie son spectre protéique et ensuite on va le classer dans un dendrogramme, ce qui va nous permettre d'identifier par exemple des souches qui appartiennent au même clone. La deuxième technique, elle est basée sur le profil, cette fois-ci génomique, où là, il y a différentes techniques qui sont utilisées, mais en gros, on va cliver l'ADN d'une bactérie, par exemple en fonction de ses sites de restriction, ou alors sous l'effet d'un champ pulsé. Et ceci est pareil, on va faire migrer les morceaux d'ADN obtenus sur un gel d'agarose, et en fonction du profil obtenu, on va pouvoir dire si les isolats appartiennent au même clone ou pas. Donc ces techniques en fait sont relativement lourdes à mettre en place et elles présentent l'inconvénient de devoir posséder les souches, avoir les souches pour pouvoir réaliser l'analyse. Donc du coup elles sont utiles mais essentiellement au niveau local, dans le cas de petites épidémies par exemple au sein de l'hôpital où on va pouvoir regarder si les souches appartiennent au même clone. Aujourd'hui on a de plus en plus de techniques de génomique qui sont développées. Vous connaissez la première qui est le CESES, qui ne permet pas de définir si une souche appartient à un clone ou pas, mais en tout cas si elle appartient à une même espèce. Ensuite, on va avoir différentes techniques qui vont pouvoir nous dire de façon de plus en plus précise si l'isolat appartient à un clone en particulier. Donc, tout d'abord, on a une technique moins précise qui est la MLST. Donc à la base, la MLST a été développée parce qu'on utilisait encore le séquençage Sanger. Donc on définit pour une espèce bactérienne 7 gènes qui sont 7 gènes de ménage qui sont présents dans tous les isolats d'une même espèce. Et en fait, ces gènes sont relativement bien conservés, mais on va pouvoir avoir parfois des petits polymorphismes génétiques entre les différentes souches dans une même espèce. Donc en fait, pour chaque polymorphisme, on va attribuer un numéro pour un gène. Donc, et ceci va nous donner un code de 7 à 7 chiffres pour les 7 gènes. Et ce code de 7 chiffres va être relié à un sous-type clonal. D'accord ? Ça, c'était ce qui était fait en règle générale. Ensuite, avec les techniques de séquençage, on a développé des techniques de typage qui sont de plus en plus précises parce qu'elles vont utiliser de plus en plus un plus grand nombre de gènes. Par exemple, on a la ribosomale MLST, où là, on va séquencer 53 gènes qui appartiennent au ribosome pour définir à quel complexe appartiennent les isolats. Donc comme je vous le disais, c'est grâce aux techniques de séquençage qui aujourd'hui sont de plus en plus efficaces et de moins en moins chères qu'on peut séquencer de plus en plus de génomes bactériens. Et on le voit en l'espace de 7 ans,
on a aussi au niveau des bases de données internationales un nombre de génomes séquencés qui est beaucoup plus important et qui va nous permettre de comparer le génome de notre souche à une grande base de données. Donc ça, c'est maintenant ce qui est de plus en plus fait, où en fait, on va pouvoir être plus précis parce qu'on va comparer, donc au lieu de comparer 53 gènes à 53 gènes, on va pouvoir comparer le génome entier de notre bactérie aux différents génomes de la database. Donc quand on séquence un génome, en fait, on peut catégoriser les gènes présents dans ce génome en 3 catégories. Les gènes qui appartiennent au corps génome. Donc en fait, ce sont les gènes qui sont présents chez tous les isolats d'une même espèce bactérienne. D'accord ? On va les retrouver dans tous les isolats. Le génome accessoire, où en fait, ça va être des gènes qu'on va retrouver dans certaines souches, mais pas toutes. Et les gènes qui sont spécifiques juste à la souche qu'on a séquencée. Et l'ensemble, en fait, forme le pan génome d'une espèce. Et ce qui est de plus en plus fait, du coup, c'est la CGMLST, qui en fait permet de comparer les différentes souches d'une même espèce sur le corps génome. Du coup, au lieu de comparer 53 gènes, on va en comparer 1 millier. Lorsqu'on veut faire de l'analyse plus poussée, c'est-à-dire essentiellement lorsqu'on a des suspicions d'épidémie au sein d'un hôpital, par exemple, on va pouvoir comparer là le génome entier, c'est-à-dire l'ensemble corps-génome, génome accessoire et gène spécifique. Et là, en fait, ce qu'on va calculer, c'est le nombre de mutations chromosomiques qu'on va retrouver dans le génome entier. Ce sont les SNP, qui sont les polymorphismes, les petites mutations qu'on va retrouver au sein du génome et qui vont nous permettre d'évaluer la distance, en fait, entre deux souches. Moins il y aura de mutations, plus ça veut dire que le clone est le même. Donc je vais vous parler maintenant de différents clones chez Klebsiella pneumoniae, 2 clones multirésistants et un clone hyper virulent. Donc on va commencer par le clone CC258. Donc c'est le complexe clonal 258. C'est un clone qui est international, qui en fait a émergé dans les années 90 aux États-Unis et qui en fait s'est propagé dans le monde entier. D'abord dans tout le continent américain et en Europe. Notamment en Israël où il est apparu en 2009, et ensuite, ces 10 dernières années, il s'est propagé en Asie et en Océanie. Et en fait, c'est un clone qui est réputé multirésistant parce qu'il est souvent associé au gène KPC qui entraîne la résistance au carbapénème. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée dans le laboratoire par une étudiante en thèse chez nous, où en fait, elle avait récupéré 15 souches de Klebsiella pneumoniae résistantes au carbapénème qui avaient été isolées à Jérusalem entre 2008 et 2011. En fait, toutes ces souches étaient porteurs du gène KPC, et lorsqu'elle a fait la MLST et l'analyse du génome, elle s'est rendue compte que 11 de ces souches appartenaient au ST512 et une de ces souches appartenait au ST258. Et en fait, quand on regarde le complexe clonal 258, ces deux ST en fait, appartiennent au même complexe clonal. En fait, c'est juste qu'elles ont évolué au cours du temps, mais elles découlent à chaque fois du même clone. C'est ce qui s'est passé en fait pour le ST258, où à la base, c'était une souche ST11, et en fait, son génome, elle l'a recombiné avec 20% du génome d'une ST442, ce qui a entraîné la création d'un nouveau ST, mais qui appartient toujours au même complexe. Ce ST était majoritaire dans le monde, en fait, chez Klebsiella pneumoniae, en ce qui concerne les souches multirésistantes. Et en fait, ces dernières années, on s'est aperçu qu'il y avait un autre complexe qui avait émergé, qui était le complexe 307. En fait, ce complexe a été découvert parce qu'il y avait une étude qui avait des chercheurs qui avaient séquencé plus de 1700 génomes de Klebsiella pneumoniae producteurs de BLSE et qui se sont rendus compte que le CC258 n'était plus le complexe majoritaire et qu'il y avait aussi ce complexe qui était présent. Donc c'était aussi aux États-Unis, et après on a vu que ce complexe avait disséminé en Europe, notamment en Angleterre, en Italie et dans le sud de la France où on a aussi eu une épidémie. C'est un complexe qui est associé essentiellement au monde hospitalier. En fait, on va le retrouver essentiellement chez les patients hospitalisés, mais également dans l'environnement à l'hôpital. Nous, ici, à Marseille, on a eu une épidémie de Klebsiella pneumoniae de type 307, où en fait, on avait commencé une étude sur la résistance à la colistine. Comme on utilisait de plus en plus de colistine à l'hôpital, on avait vu émerger la résistance à la colistine chez Klebsiella pneumoniae. Et donc, du coup, on avait voulu définir un peu les facteurs de risque de la résistance à la colistine à la PHM et quels étaient les mécanismes moléculaires qui étaient sous cette résistance.
Donc on avait récupéré entre 2014 et 2017 22 souches de Klebsiella pneumoniae résistantes à la colistine et on les avait appareillées à chaque fois à 2 patients porteurs de souches de Klebsiella pneumoniae sensibles à la colistine, en fonction de l'âge, du type de service, de la nature de l'échantillon, et ils avaient été isolés pendant la même période d'études. Et en parallèle, on avait fait le séquençage de nos 24 génomes de Klebsiella pneumoniae résistantes à la colistine et on avait étudié donc leurs sous-types clonaux et les mécanismes de résistance à la colistine. Donc, sur ces 22 patients, il y en avait 16 qui étaient des hommes. C'était d'ailleurs un facteur de risque qui ressortait en analyse univariée et multivariée. Et on s'apercevait qu'il y avait d'autres facteurs qui intervenaient dans l'acquisition de cette résistance, notamment la durée d'hospitalisation, l'utilisation de multiples antibiothérapies, le contact avec d'autres patients porteurs de Klebsiella pneumoniae résistante à la colistine et une infection récente bactérienne. L'utilisation de colistine chez nous, par contre, n'était pas considérée comme un facteur de risque. Quand on a séquencé les souches, on s'est aperçu en fait que 9 de ces souches appartenaient au ST307. Et lorsqu'on a réalisé le pangénome de ces souches, on s'est aperçu que les souches étaient très proches. On a donc fait l'analyse des SNP présents entre ces 9 souches. Et elles étaient étroitement liées vu qu'on retrouvait qu'entre 2 et 13 polymorphismes dans tout le génome. On a du coup regardé un petit peu l'histoire de ces patients, où est-ce qu'ils étaient passés. On s'est aperçu que ils étaient passés, donc 5 de ces patients étaient passés dans le même service à différents moments. Ils ne s'étaient pas forcément croisés, mais je vous ai dit que le ST307 pouvait parfois persister dans l'environnement, donc il est possible qu'il ait persisté au sein du même service. Par contre, on avait quand même 2 patients qui étaient dans un autre service et un patient qui provenait de la Réadex et qui avait été transféré chez nous. Donc on peut imaginer que ce clone s'est bien propagé dans toute la région PACA et en fait même jusqu'à Nice où ils ont aussi eu une épidémie de ST307. Au niveau de la résistance à la colistine, on s'est aperçu que ces 9 souches de ST307 présentaient 5 mutations au niveau des gènes qu'on retrouve fréquemment responsables de la résistance à la colistine. Du coup, on a regardé dans les 6000 génomes qui sont disponibles de Klebsiella pneumoniae sur les databases sur NCBI. Et on s'est aperçu que 195 génomes présentaient ces 5 mutations en même temps. Et en fait, sur ces 195 génomes, il y en avait 192 qui appartenaient au ST307 et 2 qui appartenaient au complexe clonal 307 qui était un 2739 et un 2975. Et on ne retrouvait ces mutations que dans les génomes en fait, des CC307. Donc il y avait une association entre ces mutations et les ST307 et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces mutations peuvent entraîner une plus grande affinité pour acquérir des résistances et notamment à la colistine. Donc, je vais vous parler maintenant d'un autre clone qu'on retrouve chez Klebsiella pneumoniae qui est un clone hyper virulent responsable d'abcès hépatique. Donc c'est un syndrome qui a été décrit en 2012 qui comprenait à la fois une définition clinique et microbiologique. Au niveau clinique, on allait avoir un patient qui arrivait avec un abcès hépatique qui faisait surtout des complications extra-hépatiques, notamment endophthalmie, fasciite creusante ou alors méningite. Et au niveau microbiologique, nous, on retrouvait une Klebsiella pneumoniae qui était de sérotype K1 ou K2. C'était des souches qui étaient hyper muqueuses, je vais vous expliquer après ce que c'est. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu en étudiant un peu la MLST de ces souches, c'est qu'en fait, le sérotype K1 était beaucoup associé au complexe clonal 23, et le sérotype K2 était surtout associé au ST25 et au ST86. Nous, on a eu un patient en 2017 de 42 ans qui était originaire d'Algérie, qui a été hospitalisé pour un sepsis sévère sur abcès hépatique et qui avait fait une endophthalmie de l'œil droit. Il avait comme antécédent en 2013 également des abcès hépatiques à Klebsiella pneumoniae. Et au niveau du scanner, on retrouvait une volumineuse lésion hétérogène nécrotique du foie droit, d'allure infectieuse. Au niveau microbiologique, on retrouvait Klebsiella pneumoniae dans 9 hémocultures, une urine et un prélèvement du vitré. Et donc c'est ça que je vous disais, où en fait on retrouvait une souche qui était hyper muqueuse, c'est-à-dire on appelle ça le string test en fait, où on dépose une œuse sur une colonie et on l'étire pour voir si elle est muqueuse, tout simplement. Et donc oui, elle était bien hyper muqueuse, par contre elle était sensible à tous les antibiotiques. Du coup on a décidé de séquencer cette souche
Donc je vous ai mis à gauche les différents critères que l'on recherche pour une souche hypermuqueuse, où on va retrouver donc le string test positif. On a la présence de certains gènes de virulence, notamment le gène RMPA ou l'aérobactine. Ce sont essentiellement des sérotypes K1 et K2, comme je vous ai déjà dit. Et au niveau de la sensibilité aux antibiotiques, généralement, ces souches sont plutôt sensibles. Donc nous, pour notre souche, on avait bien un string test positif. Le ST était bien ST86, que je vous ai déjà dit que c'était associé au gène de capsule K2, et c'était bien un gène de capsule K2. On n'avait pas le gène RMPA, mais par contre, on avait bien l'aérobactine et on avait d'autres gènes de virulence qui ont été associés à ces souches hypervirulentes. Donc ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est qu'on a récupéré 300 génomes de Klebsiella pneumoniae, 260 qui sont des sérotypes K1, K2 qui ont été isolés soit dans des abcès hépatiques, soit dans des hémocultures, soit dans d'autres prélèvements. Et on va les comparer pour réaliser le pangénome avec des non-K1, K2, pour réaliser le pangénome et essayer d'identifier des marqueurs spécifiques de cette souche. Donc en conclusion, il faut savoir qu'il y a plusieurs clones qui peuvent entraîner des phénotypes différents au sein d'une même espèce. Donc une espèce ne va pas provoquer forcément la même pathologie. Ce sont des souches qui peuvent être plutôt résistantes ou alors plutôt virulentes. Et grâce au séquençage du génome entier, qui est un outil relativement rapide et qui est de moins en moins onéreux, on va pouvoir ainsi remplacer les méthodes phénotypiques de classification des bactéries et les comparer pour permettre des comparaisons clonales au niveau local et en réalisant le pangénome, définir certains marqueurs qui seront plus spécifiques de certaines souches plus virulentes ou plus résistantes. Voilà, je vous remercie.